Donc Foodies, on révolutionne la restauration en entreprise pour faire simple. On est parti du constat qu'on remarque qu'en entreprise, en fait, il était compliqué de bien manger. Et donc on est arrivé avec justement cette offre d'abord de cantine digitale où on veut gérer tout en fait de A à Z. On a quelques concurrents, comme tu peux les connaître, avec des Uber Eats, en fait, c'est que eux, à part contrôler la livraison, ils contrôlent rien d'autre, en fait. T'es dépendant du restaurateur. Puis après, il y a une chose personnelle, ils sont toujours en retard, négatif. Quand moi je commande, c'est l'enfer. Parce que selon eux, Ils sont ils adaptent. bons. Bah oui, Ils adaptent le timing. on est ok. d'accord, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Nous, on a été chercher justement tout ce qui était négatif dans ce genre de business pour l'amener en fait dans quelque chose auquel on croit évidemment. On a fait notre record pendant le Covid. On a livré Proximus, en fait, ils ont commandé des box à livrer en fait partout en Belgique et on a livré 2000 box en fait. C'était quoi les fameux paniers gourmands Voilà, on avait fait en fait, parce qu'on travaillait avec Proximus depuis le début, et ils avaient besoin de reconnecter les équipes entre elles. C'était un peu notre coup marketing qu'on avait fait pendant le Covid. C'est quoi ton concurrent typiquement? En fait, je le dis toujours, moi c'est la boîte à tartines en fait. C'est les gens qui reprennent de chez eux la veille, ils ont à dîner. De beaux trapdos. Voilà, exactement. Ok, ouais. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Tib, coucou ma biche. Coucou ma biche. Ça va la forme? Ravi d'être là. Aujourd'hui, on va discuter d'un business connu mais pas connu, celui de l'alimentation. On avait démarré nos discussions justement pour essayer de trouver un titre avant de le faire. C'est assez marrant, normalement on trouve le titre après. On avait quelques modèles. C'était, je reprends deux, trois idées qu'on a eues, c'était bouffe de bureau, pourquoi l'avez-vous toujours dans le cul? Bon, ça on a dit qu'on n'allait pas le retenir, quoique. On avait Foodies, le jour où votre boss a arrêté de vous empoisonner. Tu trouvais ça drôle, mais c'était pas ce qui était retenu. Le secret le plus dégueulasse de votre entreprise, sa cantine, il a le remède. Ça j'adore. Voilà, ça t'as bien. Ok. En 2 mots, présente-toi, fais-moi un petit elevator pitch de ton concept et de ce qu'est Foodies et quels sont justement les tenants et aboutissants de ton modèle. Alors, Thibaut Van Allen, j'ai 33 ans, grand fan de sport et j'ai fondé il y a 5 ans Foodies. Donc, je suis CEO et cofondateur avec mon ami Quentin, avec qui on a lancé ça en janvier 2020. Donc, Foodies, on révolutionne la restauration en entreprise pour faire simple. Et on le fait de 3 offres, de 3 manières différentes. Donc, on a la cantine digitale, on a le catering. Donc, c'est, tu as un meeting, dans ton entreprise, tu as besoin d'un petit déjeuner pour un onboarding, tu peux faire appel à Foodies. Et là, récemment, on a lancé une 3e offre qui est Coffees. On vient installer en fait un corner où tu peux avoir une offre barista, lunch, petit déjeuner directement dans ton entreprise. Ok. C'est quoi la différence finalement entre le premier pilier et le deuxième pilier? Donc, tu disais dans une cantine digitale et un catering. Un catering, c'est aussi... En fait, avec nos solutions, elles sont assez complémentaires. Hein. Donc, on va couvrir tous les moments food dans l'entreprise. Ouais. Et donc, en fait, la cantine digitale, on va beaucoup plus vite s'adresser en fait aux employés. Donc, en fait, c'est l'employé avant 10h30. Il commande via notre application. Il est livré directement au bureau. Au niveau catering, en fait, c'est l'employeur qui va en fait payer la demande ou la commande en fait qui va être faite pour le meeting que tu vas avoir. Ouais. Et donc à ce moment-là, on s'adresse un peu différemment et c'est une offre qui est un peu différente par rapport à la cantine digitale. Et donc j'aime bien dire en fait qu'avec ces 2 offres et même avec la 3e, on va couvrir en fait tous les moments food dans l'entreprise, mais d'une manière un peu différente en fait. Ok. C'est quoi le concept finalement derrière au niveau de l'alimentation? Je suppose que ton but n'est pas d'empoisonner tes clients et de leur présenter des produits de qualité avec une certaine vitesse, avec une certaine planification derrière. C'est quoi finalement le UPS derrière vous? Alors nous on va toucher à pas mal de choses en fait avec Foodies. En fait, on est parti du constat, si tu veux, qu'on remarque qu'en entreprise, en fait, il était compliqué de bien manger. Ouais. Et donc, on est arrivé avec justement cette offre d'abord de cantine digitale où on veut gérer tout en fait de A à Z. Parce que on a quelques concurrents, comme tu peux les connaître, avec des Uber Eats, en fait, c'est que eux, à part contrôler la livraison, ils contrôlent rien d'autre, en fait. T'es dépendant du restaurateur. Ouais. Alors que nous, automatiquement, en fait, avec Foodies, la personne va passer commande, on va s'occuper nous-mêmes depuis notre propre cuisine qu'on appelle Dark Kitchen, on a pu en parler juste avant. On va préparer nous-mêmes en fait le plat.
on va s'occuper nous-mêmes de la livraison et l'application, elle est gérée par nous aussi directement. Et puis, tu as un customer support, donc si jamais il y a le moindre souci qu'il peut avoir sur l'application ou sur ta commande, tu peux directement nous contacter et à ce moment-là, on gère ça aussi. Donc, en fait, notre modèle, il est complètement différent de tout ce qui existe parce qu'en fait, on va gérer tout de A à Z, en fait. Donc, tu parlais de créer ça en 2020. C'était quoi le trigger avec Quentin de se dire qu'il y avait un trou dans le marché? Et qu'est-ce qui fait que finalement vous avez eu cette idée, alors que effectivement des concepts food, de catering digital, de cantine, de livraison, ça existait déjà d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qui a fait que ce modèle-là, vous l'avez pensé et vous avez dit, OK, on va créer ça comme ça, et ça a certainement évolué depuis? Oui, tout à fait. Mais je pense que le côté digital, justement, il n'existait pas encore sur le marché. Donc, tu avais beaucoup des cantines physiques, en fait, traditionnelles que tu as au sein de tes bureaux. Ouais. Et nous, on a remarqué qu'en fait, le côté digital manquait. Et qu'en plus de ça, si tu reprends un peu notre business model, le côté digital te permet, en fait, d'être optimal à tous les niveaux. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir plusieurs centres de production, nous, en fait, on a un seul centre de production qui se trouve en fait à Bruxelles, et de là partent tous nos plats, en fait. Donc et c'est une dark kitchen, Ouais. un dark store. Ouais, exactement. Ouais. Qui finalement on s'en fout un peu d'où ça se trouve. Voilà. Ça me regarde En pas. fait, voilà, personne ne sait où on est, en fait. Toi tu le sais ou pas? Moi, je sais quand même, évidemment. On a C'est nos Quentin bureaux dans sa cuisine. Ouais, c'est ça. Ok. On a nos bureaux justement aussi qui sont là pour être près des équipes. Mais donc tout est au même endroit. Mais pour l'anecdote, au tout début, quand on a commencé, au début, on était dans la cuisine de Quentin. Donc ce que tu viens de dire, c'est vrai. Elle devait être contente, Elisabeth. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, on était là. Et puis, évidemment, il y a la législation, il y a pas mal de choses. Donc, on a dû, évidemment, tout centraliser au même endroit. Mais donc, notre modèle de base, c'est qu'on a remarqué qu'il était hyper intéressant d'arrêter d'avoir plusieurs points de production. Plusieurs endroits de production, parce qu'en fait, ça te coûte cher en personnel. Tu sais pas tout gérer, évidemment, d'avoir plusieurs endroits. Et donc, nous, on s'est dit, on va tout centraliser, prendre tout le côté positif, on va dire, de la dark kitchen qu'on connaît assez bien, justement, au niveau B2C. Ben, nous, on s'est dit qu'on allait vraiment créer ce modèle-là pour le côté B2B, qui, je pense, en fait, en Belgique, n'existait pas encore au moment où on l'a lancé, donc en janvier 2020. Ok. Juste pour démystifier et vulgariser, dark kitchen, on doit imaginer ça que les gens font à manger dans le noir, ou c'est plutôt justement une cuisine cachée qui permet justement de livrer par la suite, et finalement, peu importe, tant que la logistique suit. C'est quoi le concept d'une dark kitchen? Donc en fait, la dark kitchen, tu vas te positionner dans un endroit où déjà, au niveau de ton loyer, tu vas essayer de payer le moins possible. Donc être dans le centre de Bruxelles, ben, tu vas éviter. Donc, comment tu analyses ça justement pour te dire, OK, ça c'est un nice spot, géographiquement parlant, bon périmètre, zone de chalandise? Donc c'est ça, en fait. C'est vraiment, tu vas regarder un peu ta zone de chalandise. Comment est-ce qu'au niveau logistique, tu vas pouvoir t'y retrouver aussi? Parce que, imaginons, tu positionnes ta cuisine dans le centre de Bruxelles. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, tu as des emboutes non-stop. Tu vois le nombre de grèves qu'on a depuis des mois et des mois. Si tu te positionnes dans le centre de Bruxelles, c'est hyper compliqué pour pouvoir livrer à temps. Et nous, ça, c'est un USP, justement, c'est de pouvoir de livrer en fait en temps et en heure ton lunch. Parce que je pense que si tu n'as pas ton lunch sur le temps de midi, tu peux devenir fou. Tu n'es plus du tout concentré. Et donc, nous, c'était vraiment l'importance d'être un peu en dehors de toutes ces zones où tu as du trafic. On s'est posé un tout petit peu plus loin, donc on est du côté de Tour et Taxi à Laken. Et de là, en fait, tu as un accès sur tout le nord de Bruxelles facilement. Donc, tu as accès facilement à Ever, Zaventem, Diegem, donc si tu sors un peu des 19 communes. Et tu es juste à côté, en fait, de Bruxelles Centre aussi. Et donc, c'est hyper intéressant. Et puis de là, tu peux aller aussi du côté d'Anderlecht. Tu peux vraiment tout targeter. Et donc, c'était hyper important de trouver un endroit où on est bien situé pour pouvoir livrer toute la Belgique, parce qu'en fait de là tu peux très vite aller du côté de Malines, tu peux aller du côté d'Anvers, en fait là où on est situé. Au niveau du loyer, c'est moins cher au niveau du mètre carré que de devoir avoir une cuisine en fait dans le centre de Bruxelles. Et donc en fait c'était un peu un no-brainer pour nous de se situer là, mais évidemment on a fait des analyses au préalable parce que tu veux toujours avoir le meilleur endroit. Et vous avez installé une cuisine, ou c'est une cuisine industrielle qui est présente? De base, comment est-ce que je dois imaginer ça? Donc, une dark kitchen, c'est quoi derrière? Donc en fait, on est dans un entrepôt. On est dans un énorme entrepôt qu'on loue en fait à un propriétaire. Donc le propriétaire, c'est Greenbee, c'est un incubateur avec une approche éco-responsable. Et donc ça, c'était aussi important pour nous d'être dans un endroit où on est accepté parce que on a une offre en fait éco-responsable. Et donc c'est hyper important pour les entreprises aussi. Et donc on a été accepté dans cet entrepôt. C'est mis en avant parce que c'est le fait que ça soit responsable, éco-responsable, les gens aiment ça, les gens payent pour ça? Oui, maintenant c'est devenu, en fait, c'est pas directement les gens, et on pourra revenir là-dessus, mais c'est
l'entreprise en fait qui accorde énormément d'importance là-dessus. Maintenant, elles sont tenues avec toutes ces règles ESG. Tu les connais, c'est hyper, voilà, exactement, c'est hyper compliqué. Et donc, il y a cette importance aussi au niveau du traiteur d'avoir cette approche. Et nous, on a un certificat qu'on appelle la Green Key en fait, qui nous permet justement d'avoir un peu ce contrat. On peut montrer, ben voilà, nous on a ce label, certif, en fait, voilà, une sorte de label qui nous permet de pouvoir montrer ça aux entreprises et de rentrer automatiquement dans l'entreprise, parce que ceux qui n'ont pas ça en termes de traiteurs, ben, petit à petit vont être filtrés et plus pouvoir en fait livrer les entreprises directement. Donc c'est plus pour les entreprises que pour les employés directement. Et puis donc on est rentré chez Greenbees et là il y avait une société en fait qui avait mis dans un des entrepôts en fait. C'est une énorme cuisine, en fait, c'est un grand cube, si tu veux, refroidi, où tu peux commencer à faire ta cuisine, tu as tes stocks qui sont mis à disposition. Et donc nous, en fait, on a directement loué en fait, cet endroit. On a loué pendant 5 ans, et pour célébrer nos 5 ans, mais même si c'était plus avantageux pour créer de la valeur au sein de Foodies, fin janvier de cette année, on est propriétaire. Donc on a racheté la cuisine. Mais on a toujours un propriétaire au-dessus de nous qui est justement Greenbees, dans lequel il y a la cuisine, à qui on paye un loyer, si tu veux, pour être là. Mais donc, pour te donner une image, c'est vraiment un énorme entrepôt où tu viens, par exemple, mettre ta voiture, tes vélos ou peu importe. Mais nous, on est venu mettre une énorme cuisine dedans, en fait. Et donc, toi, ton cost model, c'est ce coût fixe d'entrepôt, de cuisine, c'est les salaires de tes employés et c'est tout. Enfin, et c'est matières premières, évidemment. Puis, voilà, exactement. Donc, Et puis après, évidemment, si tu prends un PNL standard, on va avoir nos matières premières qu'on va devoir payer. On a l'électricité, évidemment, il y a toutes ces charges. On a du marketing, de l'advertising, on a du R&D, évidemment, parce que nous, on doit créer des recettes, on doit faire attention à qu'est-ce qu'on veut. Et puis après, en termes d'investissement, à part la cuisine, on a principalement en fait de la tech, en fait de l'IT. Si tu analyses un peu nos investissements, c'est là où on va mettre pas mal d'investissements au niveau tech. Donc justement, il y a cette dark kitchen, de là où partent tous les bills. Le risque opérationnel, finalement, le seul risque opérationnel, c'est qu'il y ait un couac dans cette logistique ou que finalement ça soit pas livré au bon endroit ou finalement t'es tributaire de la livraison. Les tributaires de la livraison. Comment vous faites pour gérer ça? Au niveau de la livraison, au tout début, on la faisait nous-mêmes, de A à Z. Vraiment, on avait des équipes, etc. On avait des employés qui faisaient la livraison. On engageait vraiment des gens pour pouvoir faire ça. Et puis, on avait des contrats. On avait des contrats en fait, de 6h du mat à midi ou en fait, c'était vraiment sur la matinée, c'était quasi des mi-temps en fait. Et puis, on a remarqué qu'au niveau du modèle, ça fonctionnait pas. Parce que tu n'as pas toujours assez de commandes. Tu es un peu vraiment dépendant en fait de ces personnes-là, même si elles sont en interne. Et donc, on s'est dit, c'était principalement le côté financier qui ne tenait pas directement la route. Et donc, on a commencé justement à travailler avec des sociétés externes, avec des indépendants, mais ce n'est pas des gros groupes. C'est une personne, en fait, qui a, par exemple, 2-3 personnes en dessous de lui qui va s'occuper justement de nos livraisons. Qui sont spécialisés dans le delivery. Qui sont spécialisés exactement dans la logistique. Donc, qu'ils fassent des colis ou de la nourriture. La nourriture, après, il y a le respect de la chaîne du froid. Donc, nous, évidemment, il y a toute cette approche-là où, dès que ça part de chez nous, il y a un respect. Eux ont des camionnettes réfrigérées. Et donc, on est rentré dans ce modèle-là parce qu'on n'avait pas envie d'investir trop, justement, dans des camionnettes. C'était assez compliqué de mettre cet argent-là au tout début dans une start-up. On l'a essayé. Mais très vite, évidemment, on a un peu changé notre fusil d'épaule et on est parti sur le côté, OK, on va faire appel à des sociétés spécialisées là-dedans, mais des sociétés qui n'étaient pas des mastodons, en fait. On ne voulait pas aller avec ce genre de société-là. On voulait plutôt avoir un contact direct avec la personne parce que, comme tu le dis, s'il y a le moindre couac, on veut pouvoir appeler le gars et pouvoir lui dire, écoute, en fait, tu n'as pas livré au bon endroit, tu vas rechercher la livraison. Et nous, pour te dire, la manière dont on contrôle si la livraison est bien faite, parce que tu dois investir aussi et checker et pas tout investir au même moment, c'est que nous, ils envoient encore, on a des groupes WhatsApp avec tous nos livreurs et ils envoient une photo dès qu'ils sont à l'endroit sur un groupe WhatsApp et nous, on regarde que tout soit bien livré. C'est hands-on. Et en fait, voilà. Et ça nous permet de pouvoir, en fait, pour 0 €, on n'a rien développé au niveau tech, de s'assurer, en fait, que la livraison est livrée au bon endroit, en fait. Que toutes les commandes sont au bon endroit. T'as pas un outil ou un espèce de ERP ou un SaaS de track and trace? Non, pas encore. Pas encore. Mais en fait, au moment où on l'a demandé, au tout début, parce qu'au début, on avait externalisé toute la partie tech, il nous avait donné un montant énorme, justement, pour pouvoir traquer. Et on s'est dit, OK, pour l'instant, on met un peu ça de côté. Et le client ou la personne qui a commandé, en fait, elle est un peu stressée parce qu'elle ne sait pas directement quand va arriver sa commande. Mais on donne toujours un créneau entre midi et midi 30. Ça, c'est le deal qu'on a avec l'entreprise et la personne qui a commandé. Mais si
on dépasse justement les 12h30, on est en contact direct avec le livreur et on peut envoyer en fait une notification à la personne qui a commandé. Ouais. Et donc on est toujours en contact et ça nous a évité en fait d'aller mettre 30, 40, 50 000 euros dans une feature qui au final est pas directement nécessaire en fait parce que on a un système de livraison qui fonctionne très bien comme ça en fait. Ouais, pour l'instant. Après, quand tu vas scaler et que tu vas faire On est déjà en train de scaler, Ouais, donc c'est là où à un moment donné on va le mettre en place et c'est pour ça qu'on a internalisé aussi toute la partie tech. Donc on avait une agence au tout début et là on vient d'engager un CTO, donc un Chief Technology Officer, qui s'occupe justement de toute une partie tech et qui va mettre justement ces nouvelles fonctionnalités à disposition de nos utilisateurs. Ok. On a parlé de ça assez rapidement, mais donc Glovo, Ouais. qui est assez connu donc, en Espagne. Je crois qu'ils sont dans 2 pays aussi, C'est mais énorme, c'est énormissime. Ouais, c'est énorme. Ils ont eu un procès avec des livreurs qui étaient des faux indépendants parce qu'ils bossaient que pour Glovo. En fait, c'est des employés cachés. Comment toi, tu vas éviter que quand tu vas justement travailler avec plusieurs personnes, plusieurs indépendants, même si c'est une boîte derrière, d'avoir ce problème? Ou alors, il y a peut-être un moment où ça serait peut-être moins cher de travailler avec d'autres types de personnes. Oui, ben, c'est là où, de nouveau, avec Glovo, donc c'est très compliqué aussi de pouvoir tout checker. Je pense qu'il y a déjà un screening de base qui est fait. Nous, on fait toujours un screening, évidemment, avec qui on travaille. On teste toujours, on regarde si la personne est de confiance et on s'assure de pouvoir avoir un modèle qui tourne, en fait, avec la société de livraison. On en a plusieurs et, en fait, on diversifie aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste une société de livraison, c'est qu'en fait, on en a 10, en fait. On a une dizaine d'indépendants qui travaillent pour nous. Et donc, tu les mets pas en concurrence? On les met en concurrence, évidemment, rien que pour le pricing, en fait, c'est rien que ça. Et puis au niveau, comme tu le dis, d'avoir pas ce problème. Si le jour on remarque que la personne, en fait, elle est plus du tout honnête, elle fonctionne pas bien, elle livre pas bien, elle est pas agréable, parce qu'en fait, tu lui donnes un peu ton image aussi, tu lui donnes ta marque, quoi. Donc c'est elle qui est la dernière personne. Donc en fait, quand il y a un client qui nous dit ouais, le livreur est pas très sympa, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, automatiquement, nous, on peut pas répondre oui, mais on externalise en fait la livraison, c'est pas nous, non, c'est Foodies. Et donc en fait, tu dois t'assurer d'avoir les bonnes personnes. Et c'est là où je pense qu'on a bien fait les choses dès le début, assez vite, c'est qu'on a diversifié en fait le nombre de sociétés avec lesquelles on travaille. Mais derrière, t'es pas à l'abri qu'une personne, évidemment, emploie mal une personne. Par contre, on est quand même dans un modèle qui est un peu différent parce qu'en fait, ces personnes-là ont une société, en fait. Et je pense qu'en fait, avec des Glovo, les Uber Eats, toutes les histoires qu'ils ont pu avoir, c'est qu'en fait, c'était des employés et les employés faisaient ça probablement en blague et donc tu sais pas très bien ce qui se passe. Alors que nous, il y a tout un contrôle de la société et tu sais évidemment que la société, si elle fait la moindre erreur, nous, on peut directement la charger directement, évidemment. Et justement, quand tu travailles avec ces partenaires, finalement, tu te considères plus comme une société de food ou de service? On fait les deux, en fait. Moi, j'aime bien dire qu'on est, au lieu d'utiliser le terme SaaS, nous, on a un FaaS. Donc, c'est Food as a Service. Et donc, en fait, évidemment, c'est d'abord la nourriture qui est primordiale parce que tu dois amener de la qualité, parce que les gens vont manger. Et donc, si tu proposes un plat qui est bon, évidemment, ils vont recommander. Mais derrière tout le service qui suit évidemment donc la livraison, le fait que tu passes ta commande sur notre application, si c'est pas bon, tu perds aussi les gens. Et donc, tu es obligé de pouvoir d'abord mettre évidemment ta nourriture qui est bonne, mais par la suite, en fait, tu dois avoir une application qui est de qualité. Donc, et moi, j'aime toujours dire ça, c'est que là, notre modèle, c'est que je veux qu'en 3 clics, tu puisses passer ta commande, en fait. Parce que tu commences à aller dans tous les sens, le truc fonctionne pas, tu sais pas payer, en fait, tu n'as plus confiance et donc tu vas plus. Et donc, c'est important de prendre le côté food, parce qu'évidemment, les gens ont besoin de qualité, et puis le côté service qui est ta logistique, ta livraison, parce que si tu arrives en retard 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, les gars vont arrêter de commander, même si tu es le meilleur caterer de Belgique, évidemment. Tu estimais que les opportunités de gain de coût, c'était jusqu'à 40% d'économie par rapport à un modèle standard. Comment tu jauges ça? Alors, nous, par exemple, rien que sur la livraison, nous, ça va être un livreur qui va livrer, en fait, une zone. Mais dans cette zone, en fait, moi, le livreur, il va déjà, en fait, être rentable pour moi, parce qu'en fait, le livreur, il va me coûter 1 heure, 1 heure et demie de livraison. En fait, moi, toutes les entreprises qui sont autour, plutôt que des allers-retours et plutôt que d'aller livrer un plat. Moi, en fait, ils vont livrer une centaine de plats dans la même zone. Et dans notre business model, l'entreprise paye un fee mensuel pour accéder, en fait, à notre application. Et accéder, en fait, à une livraison du lundi au vendredi. Donc, automatiquement, le côté livraison qui, normalement, est un coût où tu n'arrives pas, en fait, à subvenir à ce coût-là, dans le modèle, en fait, de la livraison de nourriture, nous, en fait, on gagne quasi de l'argent dessus. En fait, on en gagne. Parce que
tu as un livreur qui va aller livrer une centaine de plats dans une même zone. Et donc là, déjà, on a une économie qui est énorme. Et puis, en fait, le fait qu'on ait un seul endroit où on produit tout, ben, rien que là, tu fais aussi de l'économie en fait, à tous les niveaux. Okay. Au lieu d'avoir plusieurs endroits où tu vas payer un loyer, tu vas payer plusieurs personnes, ben nous, en fait, on centralise tout au même endroit. Et c'est ça le gros avantage. C'est un modèle qui a déjà été testé, retesté. Ouais. Il y a eu pas mal de succès court terme et puis des faillites, puis ou des échecs. Si tu penses au modèle avec un volume très élevé, tu prends New York par exemple, où tu as un volume incroyable, avec des périmètres où il y a énormément, donc la zone de chalandise est plutôt propice. Effectivement, tu as un immeuble de 50 étages, c'est très facile de se dire, OK, en fait, entre 18h et 20h, je peux livrer dans le même immeuble 40 plats. C'est ça. En Belgique, c'est pas le cas. Non. Si on prend des boîtes qui sont vautrées, qui ont essayé, c'est quoi les menaces que tu aurais par rapport à ton marché? Mais je pense qu'il y a pas mal de concurrence, en fait, déjà. Donc ça, c'est quoi ton concurrent, typiquement? En fait, je le dis toujours, moi, c'est la boîte à tartines, en fait. C'est les gens qui reprennent de chez eux la veille, ils ont à dîner. Donc, voilà, exactement. Okay, et donc, c'est les gens qui ont cuisiné la veille et donc ils font, ils reprennent, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser. Donc, ton concurrent, c'est ton client, en fait? Pour moi, tu peux l'amener comme ça. C'est lui qui, en fait, se dit qu'il n'a pas envie, en fait, d'aller dépenser tous les jours de la semaine, en fait, un lunch, parce qu'il sait qu'il a encore des restes de la veille. Donc, pour moi, c'est la boîte à tartines, on va l'appeler comme ça de manière très, très crue. Et puis après, on a toute la partie... et de nouveau, ça va dépendre dans la zone dans laquelle tu es. Nous, ce qui cartonne, par exemple, avec Foodies, c'est quand tu es un peu en dehors de Bruxelles. C'est-à-dire la partie Diegem, Zaventem, Ever. Toute cette partie-là, elle cartonne parce que tu n'as rien à manger autour, à part le panos du coin, dans une pompe à essence qui te propose un sandwich à 7 €, en fait. Et donc, c'est ces zones-là où on cartonne vraiment. Dans le centre, c'est un peu plus compliqué, surtout au niveau de la cantine digitale, parce qu'en fait, tu as la sandwicherie du coin qui est en bas. Tu as un petit resto qui te fait des salades que tu vas bien aimer, tu vas aller là-bas aussi parce que tu veux. Et donc, il y a un peu cette proximité, en fait, qui, dans notre business model, nous fait un peu du mal. Et dans quelle mesure ces petits restos du coin ou ces cantines du coin ou ces snacks peuvent aussi, eux, livrer? Typiquement, prenons Diegem, où tu as pas mal de business. Ça se trouve, il y a un snack qui dit, OK, en fait, je veux aussi moi livrer. Ça, c'est le cas. Donc ça, par exemple, tu vas avoir un snack qui s'est positionné et lui va livrer, ou alors ce qu'il propose, c'est un click and collect. Tu commandes via une petite application. Toi, maintenant, c'est très simple de faire une mini-application de commande. La personne vient chercher son plat. Donc ça existe. Un Google Form. Voilà. Oui. Maintenant, c'est très simple de pouvoir développer ça. Mais nous, derrière, où je pense qu'on se différencie, c'est que on va amener de la diversité. Donc nous, il faut savoir qu'on a un menu qui change toutes les semaines. On va en parler, alors que voilà, au niveau de ton snack, en fait, c'est toujours la même chose. Nous, on va à chaque fois changer. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec Foodies. Tu peux payer avec tes chèques repas. Tu vois, ça c'est aussi, tu peux pas payer partout avec tes chèques repas. Nous, online, tu peux payer avec tous tes chèques repas. Et ça fait aussi notre force, c'est que quand tu parlais justement de New York, un seul et même bâtiment, évidemment, on en a quelques-uns ici en Belgique. Tu as plusieurs entreprises à chaque niveau. Imaginons, tu as une entreprise qui est à Moniz, l'autre qui est à Edenred et l'autre qui est à Pluxib. C'est les 3 acteurs sur le marché belge. Mais nous, en fait, chaque étage va pouvoir en fait travailler avec nous parce que ils vont se dire en fait on peut payer avec nos chèques repas, donc c'est même pas un frein pour pouvoir rentrer si tu veux dans le bâtiment. Et donc c'est ça aussi notre force, c'est qu'on arrive en fait à s'adapter justement à ce marché du B2B. C'est important parce que nous d'abord c'est le B2B. Une fois qu'on a le deal avec l'entreprise, on devient du B2C en fait parce que c'est l'utilisateur qui va passer sa commande. Tu disais là dans une interview que tu couvrais tous les food moments. Donc tu couvres, on va dire, du petit déjeuner au lunch jusqu'au dîner. Dans quelle mesure tu arrives à bien planifier et bien justement anticiper? Parce que finalement, il y a un côté un peu statistique derrière. Tout à fait. Comment est-ce que tu modélises tout ça pour être sûr de ne pas avoir de waste et d'être finalement rentable? La data est hyper importante chez nous. Donc, comme je t'ai dit, nous, on se positionne de plus en plus comme une food tech, en fait. Donc, on a énormément de données. Donc, on a des forecasts qui sont assez précis sur le nombre de commandes qu'ils vont avoir. Évidemment, on est des fois dépendant d'une grève. Et donc, ça, on peut un tout petit peu adapter. Le matin même, tu peux mettre vite fait un indicateur qui te diminue par 50%, évidemment, tes commandes que tu dois faire. Donc, vous avez un modèle? On a un modèle. Donc, nous, on a un back-office, en fait, qui nous dit le matin
combien est-ce que tu dois préparer C'est quoi le jour propice pour toi? Alors nous, ce qui cartonne, c'est le lundi, mardi, jeudi. Ok. Je crois que tout le monde... Et là, tu joues aussi avec le modèle du télétravail, je suppose? Oui, c'est de nouveau, et en plus, on a des données par les entreprises, et en fait, c'est dingue, mais évidemment, donc, le vendredi... Ces jours-là, il y a plus d'embouts. Il y a plus d'embouts. On peut faire une adéquation entre ton modèle et... Je pense que tu le vois. Quand tu vas au bureau, il y a toujours des embouts. Il y a toujours des embouts. Il y a toujours des embouts, mais tu le vois quand même à certaines heures. Tu le vois que le lundi, le matin. En fait, moi, je rigole assez souvent quand même quand je suis dans ma voiture. Pour aller au bureau, je me dis, ok, aujourd'hui, ça va être un bon jour. Parce que je sais que c'est le bordel sur la route. Aujourd'hui, ça roule pas. Putain, exactement. Bon. Okay. Là, je me dis, ok, j'appelle tout le monde. Je dis, ok, 50% moins de prod. Et donc, voilà, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, je me pose la question. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à gérer. Le waste, on aura toujours. On arrive à diminuer. Et puis, il y a des acteurs, en fait, qui te permettent de diminuer ton waste. Okay. Comme quoi, par exemple? Too Good To Go, par exemple. Okay, tu fais des paniers, en fait, Too Good To Go, qui permet aux gens... Tu bosses avec eux, là? Ouais, on bosse avec eux. On fait entre 100... j'ai encore fait une analyse, là, maintenant. On fait entre 70 et 100 paniers. Eux, ils appellent ça des paniers, en fait, par mois. Ce qui n'est pas beaucoup, au final. Avec la production que nous, on a, il faut savoir qu'on peut sortir jusqu'à 1000 plats, 1200 plats par jour. 1000 plats par jour, en fait. Voilà. Okay. Justement, c'est une question un peu chiffrée. C'est quoi ton pic d'activité que tu as eu? Alors, avec le pic qu'on a eu, c'est qu'on a livré en une... après, il y a deux pics différents. Ton record, effectivement. Notre record, en fait, on a livré quasi 1500 plats sur une journée. Okay. Et on peut aller, dans la cuisine dans laquelle on est, on peut vraiment aller doubler encore ce chiffre. On a rénové en plus, on a des endroits où on peut agrandir. Donc, on peut encore vraiment y aller. On est dans un endroit hyper stratégique qui nous permet de pouvoir vraiment... 1500 plats avec un panier moyen de... Alors... si tu prends catering et cantine digitale, en fait, si tu fais une moyenne, tu vas être aux alentours de 15 €, on va dire, de ticket moyen. Pourquoi? Parce qu'au niveau du catering, tu vas être entre 20 et 25 € par personne. Au niveau cantine, tu vas être sur un ticket moyen. En fait, c'est un chèque repas. Donc, tu vas être aux alentours de 8 €. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à plus ou moins 15 €, on va dire, de panier moyen. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant une journée, mais on a fait notre record pendant le Covid. On a livré Proximus, en fait, ils ont commandé des box à livrer, en fait, partout en Belgique, et on a livré 2000 box, en fait, partout en Belgique. C'était quoi, le jour même. Les fameux paniers gourmands? Voilà, on avait fait, en fait... parce qu'on travaillait avec Proximus depuis le début. Puis c'est connu, Proximus nous rapproche tous. Voilà, exactement. Et ils avaient besoin de reconnecter les équipes entre elles. C'était un peu notre coup marketing qu'on avait fait pendant le Covid. Reconnecter les équipes entre elles, qu'elles passent un bon moment parce qu'elles sont, elles sont bloquées chez elles. Tout le monde a mangé son foodies. Voilà, exactement. En digital. En digital. Et donc, c'était tout un moment. Et donc, on a livré une box. Et c'était hyper challengeant au niveau logistique, mais on l'a fait parce que, de nouveau, tu viens livrer une boîte chez un particulier partout en Belgique. Et donc, c'est un vrai challenge. Alors que nous, derrière, tout ce challenge-là, on a arrêté de le faire parce que de nouveau, c'est éprouvant. C'est pas intéressant directement financièrement parlant, même si on a eu un très bon deal avec la société de logistique. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est un livreur qui va livrer toute une zone. Donc voilà, ça, c'est un peu les gros chiffres qu'on a pu réaliser pour le moment depuis notre cuisine. Ok. Bon, je me suis évidemment un peu documenté sur... tes concurrents au sens large. Alors toi, tu vas me dire que c'est pas tes concurrents parce que tu es un modèle différent, mais c'est très bien. Ouais. Je vais les citer et tu vas me donner un plus et un moins à chaque fois pour chacun d'entre eux. Frishti, qui sont pas en Belgique, je pense. Ils sont venus en Belgique. Ils ont arrêté. Ils ont essayé, en fait, ils ont été rachetés par Gorillaz. Exactement. Et à ce moment-là, Gorillaz qui s'est fait racheter par... c'est une grosse boîte Getir. aussi. Getir, exactement, turc, exactement. Ouais. Mais ça aussi, c'est la folie et on pourra revenir là-dessus. Ouais, mais c'est levée de fonds, etc. Donc à un moment, il valait 3 milliards. Ouais, mais en fait, Gorillaz avait levé 1 milliard. Ouais. Et en fait, j'aime bien dire ça, mais en fait, ils ont racheté Frishti. C'était un peu pour Kill the Baby, en fait. C'est un peu comme ça qui fonctionne. On va se développer, on va aller sur un marché, on voit qu'en Belgique, en France, etc., on n'arrive pas à développer notre marque Gorillaz, donc on a racheté Frishti et on kill Frishti en fait un peu du jour au lendemain, quoi. Et donc en Belgique, ils ont vu que le marché justement de Frishti, mais ça fonctionnait pas très bien, ils brûlaient beaucoup d'argent, donc ils ont arrêté après même pas 1 an en fait Frishti. Mais donc c'est très bien. On n'a même pas commencé, mais typiquement. Ça évoque quand même certains débats. Donc, Gorillaz, pour rappel, c'était on vous livre votre commande en 15 minutes. Oui, en 15 minutes. Mais eux étaient avec des hubs, en fait, situés un peu partout, évidemment dans le centre de Bruxelles, parce que là, ils avaient un intérêt d'être dans le centre, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a cartonné quelques mois au lancement avec mais parce qu'ils mettaient des codes promos. Voilà, exactement, des codes promos. Ouais. Mais on est d'accord, il n'y a pas le volume.
Et est-ce que culturellement, c'est ancré chez nous? Pas du tout. Justement, Ok. j'allais te dire que c'était plus Ouais. pour le côté. En fait, la Belgique et Bruxelles, c'est un marché hyper compliqué. Tout le monde le dit. Ok. Une fois que tu arrives à succéder, à réussir à Bruxelles, tu sais réussir partout. Parce qu'en fait, c'est très compliqué en fait, à Pourquoi? Bruxelles. Il faut savoir, sur le côté logistique, c'est hyper compliqué. Tu vois, dans le centre de Bruxelles, tu as l'impression d'être près de tout, mais tu es loin de tout en fait, parce que tu as du trafic, tu as pas mal de choses à devoir prendre en considération. Ouais. Et le côté, le lunch en fait, et le mindset en fait, si tu veux, des personnes en fait en Belgique, il est différent C'est quoi, par de tous exemple? les endroits. En fait, le Belge, il va adorer manger son sandwich sur le temps de midi, tu vois. Il va adorer ça. Mais de nouveau, faire ses courses via en fait un Gorillas alors que tu es au bureau ou tu es chez toi, le Belge aime pas ça. Il aime bien aller encore dans un retail, aller faire ses courses lui-même, se faire livrer. Il a pas trop confiance. Hmm. Il a pas cette habitude. Il aime bien rentrer du boulot et aller faire ses propres courses. Tu le vois, et j'ai pas les données, mais je suis persuadé que le drive d'un Carrefour ou d'un Delhaize, je suis pas sûr que ça cartonne énormément. Il faudrait voir un peu tu vois, ce genre de business là où tu commandes en ligne et tu arrives, tu te poses et tu reçois tes courses. Je suis même pas sûr que ça fonctionne Ok. super bien. Alors que parce qu'en fait, le Belge, il aime bien aller faire ses courses et pas devoir commander via une application directement. Ouais. Après, c'était pas, allez, c'était un peu dérisoire de dire, voilà, il me faut des mouchoirs, ou il me faut un Fanta, et je le veux dans 15 minutes, Ça- mais je suis trop occupé Voilà. que pour Ça a aller me pas trop de dépasser. sens. En fait, Ça- le business en tant que tel, pour moi, il n'a pas trop de sens. Et tu vois que tous ceux qui se sont lancés là-dedans, ils arrêtent tous. Il n'y en a pas un là maintenant, je ne sais pas en citer un, peut-être que toi tu sais en citer En dans Belgique certains marchés. En Belgique, c'est sûr qu'il n'y en a pas, mais même dans les autres marchés, J'ai pas les chiffres. Je sais que Glovo cartonne à Barcelone, par exemple. J'ai pas les chiffres pour tout à ça. ce niveau-là, évidemment. donc vraiment dans le business model. Ouais, après, c'est pas dans les 15 minutes. Tu vois, je crois que c'est dans l'heure, effectivement. Oui. Tu commandes des courses. Je sais qu'il y avait aussi une adéquation entre l'immeuble et les étages. Et il y a plus de gens qui commandent quand ils sont très hauts. Parce que c'était livré. Je crois qu'il y a des services qui livraient ça, justement, sur porte, enfin à porte. Mais voilà. Donc, mon petit jeu qu'on n'a pas commencé. Donc, Frishti, pourquoi c'est bien et pourquoi c'est moins bien? Alors Frishti, leur histoire, c'est très bien. En fait, c'était un couple qui s'est lancé et on s'est beaucoup renseigné justement sur la manière dont ils travaillaient. Ils avaient un modèle qui était hyper intéressant. Ce qui était moins bien, après eux vont pas être d'accord, mais c'est qu'ils ont un énorme focus sur le B2C. Moi, le B2C, en fait, j'y crois pas en fait dans ce système de livraison. Et donc eux ont beaucoup fait le côté B2C. Et puis par la suite, ils ont développé le côté B2B. Et ils étaient hyper satisfaits en fait de cette partie B2B. Et donc de nouveau, ça prouve que Foodies est dans le bon créneau parce que le côté B2B, de la manière dont on le fait, c'est justement, ils étaient rentables en fait avec cette approche-là, alors que le B2C, ils n'étaient pas. Et donc, Ok. si je dois donner un point négatif sur Frishti et leur manière et leur business model, le côté B2C, moi, j'y crois pas. Et donc ça, c'était un point négatif, mais c'est ça qui leur a permis de se lancer en fait. Ouais. Donc Uber Eats. Positif, j'ai envie de dire diversité. Tu as un accès quand même à beaucoup de choses et cette fluidité de pouvoir commander sur leur app de nouveau, il faut leur laisser pas mal de choses. C'est que ce qu'ils ont développé et cette partie de ce secteur de la livraison, ils ont été super forts évidemment avec les moyens, mais de nouveau, on doit leur laisser ça. Ils ont été ultra bons. Puis après, il y a une chose personnelle, ils sont toujours en retard. Négatif, quand moi je commande, c'est l'enfer. Ouais, bon, c'est relatif. Voilà. Parce que selon eux, Ils sont ils bons. adaptent. Bah oui, Ils mais adaptent le timing, On est ok. d'accord, je pense que tout le monde Ouais. est d'accord avec moi. Mais si on enlève ça, évidemment, je dirais, leur business model, le point négatif, c'est qu'en fait, ils gèrent pas tout. En fait, ils n'ont pas le contrôle. En fait, ils sont dépendants du restaurateur. Et en fait, nous, on a été chercher justement tout ce qui était négatif dans ce genre de business pour l'amener en fait dans quelque chose auquel on croit, évidemment. Et pour moi, en fait, Uber Eats, ils n'ont aucun contrôle. Le restaurateur, il veut fermer sa tablette parce qu'il a trop de monde. Tu passes en dernier. Il a trop de monde dans son... Et donc, tu perds en qualité, tu perds en expérience client, en fait. Il n'y a pas un problème aussi de responsabilité, finalement, quand ton plat arrive en retard ou froid, ou etc. Tu appelles le restaurant, il va dire c'est pas sa faute. Tu dis, t'appelles personne parce que Uber Eats n'a pas de call center. Enfin, je pense Oui, pas. mais ils ont rien, mais c'est l'enfer. Et tu vois un peu tout leur système, c'est hyper compliqué de pouvoir se plaindre de quoi que ce soit. Ou comme tu le dis, tu as un contact restaurateur parce qu'eux se dédouanent en fait de tout ça. Ouais, bien sûr. Et alors que nous, par exemple, c'est une partie qu'on a pris chez nous. Tellement important en fait. Tu vois, tu as un problème avec ta commande, tu as besoin d'avoir un customer support, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui connaît qu'est-ce qui est en train de se passer et pas juste lui dire Et local. va voir le restaurateur. Voilà. Ouais. Tout à fait. Il est 22h30, je veux commander Footies, je peux pas. Non, Ok. non. Il est Nous, midi, c'est- il est nous, midi c'est très- et je veux commander pour 22h30. Alors, tu peux commander mais avant 10h30.
D'accord. Donc nous, on demande quand même avant 10h30, mais c'est un pain aussi. On ne peut pas être parfait, évidemment. Donc nous, on demande de commander avant 10h30 et tu es d'office livré entre midi et midi 30. Peu importe où tu es situé en Belgique. Ok. Et le soir, je peux commander le soir. Mais par contre, tu commandes à 10h30, tu mets au frais et tu manges pour le soir. Donc ça, il n'y a aucun souci. Tout est cuisiné le matin, mais c'est encore bon pour le soir, évidemment. Sauf si tu prends un sandwich, tu perds un peu la qualité de ton sandwich mais pour le soir, mais ça reste encore bon pour le soir même, évidemment. Ok. Take it easy. Point positif, ils ont été précurseurs. C'était les premiers, en fait, sur le marché. Point négatif, j'aime pas leur manière de voir les choses au niveau de la start-up, en fait. Je trouve qu'ils ont été vite dans « on va lever de l'argent, on brûle ». Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on procède, en fait. Nous, on a levé de l'argent, mais on le fait vraiment à notre rythme. On n'est pas là pour se dire « OK, du jour au lendemain, on va faire x10 ». Évidemment, je nous le souhaite, mais on veut avancer étape par étape, bien faire les choses, s'assurer que tout fonctionne. Et de nouveau, la preuve en est, c'est qu'après 2 ans, je crois, ou je sais pas, ils n'ont pas su faire leur levée de fonds parce qu'il y a un gros acteur qui est arrivé, qui est justement Deliveroo à ce moment-là. Il n'y avait pas encore Uber Eats. Gros acteur qui est arrivé, leur investisseur qui, je pense, allait mettre 30 millions, je pense que c'était un investisseur allemand, allait mettre énormément d'argent, s'est retiré du deal. De nouveau, je connais pas par cœur ce deal, mais c'est ce qui a été dit, et donc j'ai beaucoup lu à travers ça. On n'avait pas encore lancé Foodies, mais ce côté, en fait, de la start-up, on lève comme des malades et on va brûler, et on va essayer qu'à un moment donné, on ait une valo qui fait x10 parce qu'on a inondé le marché, mais on ne fait pas un cent, en fait. Nous, là, maintenant, on commence à être rentable. Après 5 ans, on s'autofinance et c'est comme ça qu'on évolue. Moi, j'ai plus fait de levée de fonds alors qu'on a commencé en janvier 2020. On a eu 2 années de Covid où, de nouveau, ça a été très compliqué. On a pris des grosses décisions à ce moment-là, mais on a continué. 2023, fin 2023, on fait une dernière levée de fonds. Depuis lors, on est en juin 2025, j'ai plus fait de levée de fonds, par exemple. Donc voilà, on essaye de grandir de manière très saine et c'est là où eux, je trouve qu'ils ont... organique à fond. Okay. Où eux ont un peu burné et du jour au lendemain, ils n'avaient plus leur levée de fonds. En fait, voilà, on met la clé sous la porte, quoi. Ok. Newrest. Newrest, success story, incroyable. Quelle réussite. J'ai vu dans un podcast que je dois absolument voir là qu'il y a le CEO qui parle justement de Newrest. Qu'est-ce que tu prendrais, si tu expliquais aussi, mais qu'est-ce que tu prendrais de leurs idées ou de leurs concepts que tu pourrais te dire ça, j'aimerais le faire chez nous? De nouveau, Newrest, en fait, ils ont évolué leur business au fur et à mesure. En fait. Ils ont été step by step en fait, dans pas mal de choses et par la suite, ils ont proposé énormément de choses en fait. Et les gens vont se dire, OK, ils se sont un peu perdus dans leur core business, on va dire, mais pas du tout. Au final, ils ont appris de leurs clients, qu'est-ce que vous voulez, on peut vous mettre ça en plus, vous voulez ça en plus. Et donc, en fait, maintenant, ils proposent tout. Et là, ils proposent, je crois, je sais pas, mais c'est des millions de plats, je crois, par jour. J'ai entendu, je l'ai même pas écouté, mais je connaissais justement de l'époque et j'adore, en fait, ce qu'ils font. Le côté vraiment négatif, j'ai pas trop. Peut-être que si je dois dire quelque chose, c'est quand tu fais autant de plats, tu perds peut-être en qualité. Si je dois dire quelque chose. Mais je trouve que leur manière et la success story, en fait, d'avoir approché le marché, je trouve ça juste magnifique. Donc ouais, je vais justement m'imprégner de ce genre de modèle-là. Pour moi, c'est exactement ce type de modèle-là sur lequel il faut prendre énormément et se nourrir, en fait, d'un Newrest. On parlait de qualité, on parlait justement de turnover par rapport aux recettes. Comment est-ce que toi, tu vois justement... c'est une double question. 1, la gestion de la qualité et la diversité de tes recettes. Et 2, est-ce qu'on peut considérer que la façon dont tu gères ça, c'est aussi un indicateur de santé par rapport aux Belges et au fait que les Belges se nourrissent un peu mieux. On va dire que si ton business cartonne, c'est-à-dire que les Belges font attention à ce qu'ils mangent. Ouais. Entre autres. On n'a pas que justement des lunchs hyper sains, voilà, on a toujours de la qualité, mais on peut te proposer, en fait, on a un chicken spécial qu'on appelle par exemple, mais c'est un truc avec une sauce mayo, chirata, tu vois, où on y va à fond, du poulet crispy et tout, mais parce que les gens ont besoin de ça aussi. La bouffe plaisir du vendredi, du vendredi. Voilà, on veut faire plaisir. En fait, c'est que actif le vendredi matin, tu vois. Et donc, évidemment, tu as ce type de plat-là, tu es obligé de le proposer parce que tout le monde est ravi d'avoir ça. Mais on amène évidemment plus le côté sain, équilibré. En fait, c'est pas que sain, c'est équilibré. C'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Et donc, si je reviens sur ta première question sur le côté R&D qui est hyper important pour nous, c'est que, en fait, il faut pas se tromper au niveau de la diversité. La diversité, les gens pensent que c'est avoir 100 plats qui sont à disposition. Nous, en fait, on va te proposer par semaine une vingtaine de plats, que ce soit des sandwichs, des wraps, des salades, des plats chauds.
Mais en fait, on va se limiter à ça. Et donc, automatiquement, tu amènes de la qualité dans tous tes plats. Parce que si tu as tes cuisiniers qui ont 100 recettes différentes à devoir faire tous les jours, en fait, ils sont perdus. Et c'est là où tu vas avoir un ingrédient qui manque, tu auras mal cuit ton poulet, et tu pars en fait dans tous les sens. Et donc, nous, en fait, je le défends toujours comme ça quand je pitch Foodie, c'est qu'on a de la diversité. Et pourquoi on a de la diversité? C'est qu'en fait, chaque semaine ou même chaque jour, tu vas pouvoir manger différemment. Mais c'est pas pour autant qu'on te propose 100 plats différents par jour. Et donc ça, c'est hyper important. Et puis derrière, on a évidemment donc cette diversité, donc c'est vraiment et ça nous amène une qualité au niveau de nos plats. Et puis on a toute la partie R&D où on va se baser sur en fait des questionnaires qu'on va poser à nos clients, ou alors nous on va analyser le marché. Et à ce moment-là, on va faire justement une analyse par rapport à ça. On va goûter, on va créer des recettes. Et à partir de là, on va se dire, OK, ça fonctionne. Ça, c'est bon au niveau de la livraison. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu prépares le matin, mais ça doit tenir au niveau de la livraison. Je ne vais pas te proposer un tartare de saumon quand on est en plein été. Il y a une certaine saisonnalité. Il y a une saisonnalité aussi à ce niveau-là, parce que quand il fait 35 degrés, tu n'as pas envie de nouveau derrière de proposer quelque chose qui peut, au niveau de la livraison, mal voyager, en fait. Donc, on fait évidemment attention à tout ça. Et derrière, à partir de là, tu deviens en fait ultra efficace dans ton offre parce que tu as mis de la diversité, tu as mis de la donnée dedans, tu as analysé ce que le marché veut, tu fais appel évidemment à tes clients pour savoir ce qu'ils veulent et à partir de là, tu essayes de voir qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce qu'il y a un plat phare qui a cartonné et que vous remettez Ouais, c'est quoi? Alors nous, on a une success story au niveau d'un plat, ça s'appelle le Mexican Roll. Et l'histoire est dingue. Donc on est avec une de nos chefs qui est chef chez nous là maintenant. Et on aime bien faire un jeu avec nos cuisiniers. On leur dit, OK, une fois par mois, ils doivent chacun venir avec des nouvelles recettes. Et donc là, et pour te dire, il y a aussi une belle évolution au niveau de Foodies parce qu'elle elle était commis, elle est devenue chef chez nous. Et elle était là après 1 mois et elle me dit, voilà, j'ai envie de faire un roll. Avec justement, on reprend des éléments qu'on a. Donc, on a du poulet crispy chicken. On a, tu vois, les tortillas. En fait, il y a des tortillas qui sont plus bonnes à un moment donné. En fait, on les fait frire. Et on a une sauce spéciale qu'on appelle qui est à mourir. Et on est même en train de voir si on peut pas la commercialiser. On a déjà fait des tests et tout, mais elle est à tomber. Bon, après, tu as un monoproduit, donc ça fonctionnerait pas spécialement. Mais elle est vraiment à tomber. Et elle a fait comme ça avec du maïs et tout. Elle est partie un peu dans tous les sens. Et c'est notre best-seller. Mais depuis 3 ans, genre tous les jours, on en vend une 50aine, quoi. Tous les jours, les gens le prennent. C'est donc un vrai... Genre, là, j'ai envie d'en prendre. Vraiment, je vais vois la photo, t'as envie d'y aller. Et c'est un truc de fou parce qu'en fait, on n'a même pas pris du temps en fait autour de ça. Et je pense que les plus belles réussites, c'est aussi à partir de là, c'est instinctif. Elle a fait tac, tac, tac. On a goûté, on a dit OK, on va le tester directement. Ne me dis pas pourquoi on l'a appelé Mexican Roll, mais sur le moment même, parce qu'on a c'est un peu spicy la sauce. Donc on est parti dans tous les sens. On s'est dit OK, go, Mexican Roll. Et le truc cartonne, quoi. C'est vraiment l'équivalent en fait du Giant au Quick. Mais nous, on a le Mexican Roll de Foodies en fait. Et donc c'est vraiment incroyable, quoi. Tu sais que manger épicé en même temps, c'est compliqué. Hein. Oui, évidemment. C'est pas trop épicé. J'ai encore une petite animation pour toi, un petit jeu. Si une pilule pouvait remplacer un repas, qu'est-ce que Foodies ferait? Ou comment est-ce que tu verrais justement ce côté utopique de dire, en fait, c'est manger sain et efficace et ça prend 1 seconde et tu as le repas pour le midi. Quel concept tu ferais autour de cette pilule qui remplace un repas? Je ne mettrais pas le Mexican Roll. C'est une grosse pilule. Ça serait, voilà. Okay. Mais en fait, je pense que l'idéal, c'est d'avoir une pilule où tu as le meilleur des équilibres. De nouveau, c'est pas avoir une pilule qui est saine. C'est pas ça l'objectif d'avoir un truc ultra sain. C'est d'avoir justement cet équilibre, comme j'ai pu te le dire juste avant. C'est d'avoir les bonnes protéines. De nouveau, je vais pas réinventer les choses, mais c'est en fait manger équilibré. Et c'est pour ça aussi que de base, on avait créé et on a créé Foodie. C'est pour ça aussi, c'est qu'on s'est dit, il faut mieux manger au bureau en fait. T'en as marre de la cantine traditionnelle où en fait, tu sais pas quoi manger. T'as le plat du jour, en fait, comme il est pas très cher, tu fonces directement dessus, mais c'est frites, sauce tomate, boulettes sauce tomate, et t'as pas envie de ça en fait. Alors que le côté un peu équilibré, donc tu vois, où tu as des chouettes féculents, tu as une chouette sauce, tu as un peu de poulet, tu as des légumes. Et donc manger ça, on va dire 3 à 4 fois, tu prends cette pilule-là, 1 à 4 fois justement sur ta semaine, et puis le vendredi, justement, tu vas en profiter. Là, en fait, tu fais une pilule au Mexican Roll, comme ça, tu as profité, parce qu'il faut se faire plaisir aussi. Mais donc, moi, j'irais plus dans un concept où
tu as ta pilule où tu te fais du bien, c'est équilibré, t'as bien mangé, et puis derrière, tu te fais plaisir le vendredi parce que t'as un peu sorti la veille et que t'as envie d'un truc un peu plus gourmand, quoi. Ok. Donc, parce que je pense que le côté équilibré ne veut pas dire que c'est pas gourmand. Tu vois, nous, on essaye vraiment à chaque fois réfléchir, en fait. Et je vais te donner un exemple. Je pense que qu'est-ce qui a cartonné et qui a été la tendance pendant tout un moment, c'est les pokés, par exemple. Tu as l'impression de te faire du bien. C'est toujours le cas, évidemment. Je pense que ça perd un tout petit peu, parce qu'il y a des nouveaux concepts, mais je pense que ça continue à cartonner. Et nous, on a une offre de poké, justement, depuis un mois. Donc, c'est pour ça que je donnais l'exemple. Et donc, je trouve que ça, c'est le plat parfait. C'est que tu as un bon équilibre, tu te fais du bien, c'est gourmand, et tu te fais du bien, mais tu as l'impression aussi de te faire du bien. Et donc, ça, c'est important aussi. Et tu n'as pas envie de manger ça tous les jours, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu ce plat équilibré avec de nouveau modération. C'est important, bien sûr. Deuxième petit jeu, le jeu du juste prix. Donc, c'est un prix fou ou un prix juste. Donc, ici, l'exemple, c'est un sandwich triangle de l'autoroute. Le sandwich triangle connu. Prenons un sandwich jambon-fromage classique qui est vendu à 8,50 € sur une aire d'autoroute. Aire d'autoroute belge ou française, peu importe. Est-ce que c'est un scandale ou est-ce que c'est une réalité économique? Ouais, alors je pense que c'est le petit plaisir de tout un chacun, je crois. Tout le monde aime bien prendre son petit triangle. La vérité, c'est même pas un plaisir. Tu le manges, t'as fini, tu fais... Ouais, on adore. Pour moi, c'est pas la réalité économique, et je vais revenir là-dessus. Pour moi, c'est fou. Mais pourquoi est-ce qu'ils te le mettent à ce prix-là? C'est parce qu'en fait, si tu vas là, il y a que ça à acheter, en fait. Donc, ils en profitent. Okay. Tu vois? Et donc, je pense que le modèle économique, en fait, de la pompe à essence sur une aire d'autoroute, pour moi, en fait, elle a le monopole, en fait, tout simplement. Donc, elle met le prix qu'elle veut. Par contre, évidemment, tu as une réalité économique derrière où la matière première coûte de plus en plus cher. Donc ça, c'est clair. Mais pour moi, un triangle, en tout cas, je te le fais chez Foodies et j'ai pas le monopole. Je te fais un truc hyper quali à 5,50, tu as un truc hyper quali, tu vois. Donc, pour moi, la réalité économique peut pas être le maître mot là-dedans. C'est pour ça que je vais plus aller sur le côté, c'est complètement fou de payer ce prix-là. Parce que pour moi... c'est fou, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Okay. Ouais. Justement, tu prends l'exemple, donc un plat de cantine classique, qui est le plat du jour sans âme, dans une vieille cantine d'entreprise. Donc, il n'y a pas spécialement un petit plus, qui peut même être subventionné, peu importe. Combien est-ce que ça devrait coûter pour que ça soit bon et quand même rentable et achetable? Ouais. De nouveau, ça va dépendre comment tu te sources auprès de quel fournisseur, parce que tu sais, et ça va dépendre aussi du cuisinier à un moment donné, parce que nous, par exemple, on paye, on a des fournisseurs, on met le circuit court en avant, donc on a du local, donc des fois c'est pas toujours plus cher, mais c'est toujours un peu plus cher. On fait pas du bio. Donc, si on a du bio, on en a. Par exemple, on travaille avec un prestataire, enfin un fournisseur qui s'appelle le Terroiriste. Eux, ils sont bio. On prend des légumes et des fruits chez eux. Mais nous, derrière, on le met pas en avant. Nous, on veut vraiment mettre le circuit court et le local en avant. On prend pas du tout le bio. Mais donc, de nouveau, ça va dépendre du plat. Mais si tu prends le plat du jour, justement, dans les cantines physiques traditionnelles, nous, par exemple, on fait des plats de qualité, bien travaillé avec tout ce qu'il faut. Tu vas tourner aux alentours de 8-10 €. Tu peux faire quelque chose de hyper quali. Et donc, pour moi, être en dessous de ça, tu peux le faire, mais tu rognes un peu sur ta qualité et tu rognes un peu sur, alors potentiellement, que tout le travail a été fait au préalable. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, des fois, on va encore prédécouper nos légumes, tu vois. On fait attention à ça, on fait attention de bien les prédécouper pour, tu vois, tu es en contact avec ta matière première, tu as quand même quelque chose qui est beaucoup plus excitant dans ta cuisine. Donc, tu mets pas un concombre entier dans le sandwich, quoi? Non, évidemment. Tu as quand même un peu de travail derrière. Mais au niveau d'un plat du jour, nous, on peut faire quelque chose de déjà très, très bien à partir on va dire de 8 €, en fait, pour te donner un prix. C'est ton anniversaire. Tu fais un peu la fête, tu te réveilles le lendemain, tu te réveilles un peu tard malheureusement, donc il faut commander avant 10h30, et tu te réveilles à 11h, et tu te rends compte qu'il y a eu un gros switch dans les commandes. Ouais. Typiquement, prenons un exemple, tu te réveilles, les livraisons du jour ont été faites, et en fait la Commission européenne reçoit les menus enfants d'une crèche, et les écoles primaires et les crèches ont reçu les trucs de la Commission européenne. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Nous, on est assez bon là-dedans. C'est qu'en fait, on hésite. Ouais. On adore ça. Surprise. On est justement assez bon, justement, quand on a ce type de situation-là. En fait, on dit toujours à nos équipes, c'est qu'en fait, évidemment, on essaye d'être le plus parfait possible dans ce qu'on fait, mais il y a toujours des erreurs. C'est qu'on va toujours essayer, c'est que s'il y a un problème, on veut qu'en fait, le client soit quasi content qu'il y ait eu un problème parce qu'on va faire quelque chose où il se dit, en fait, ils sont trop forts, directement, ils ont suggéré le problème et on peut continuer à travailler avec Foodies parce qu'ils nous ont fait une réduction après sur la facture ou peu importe, tu vois. Donc,
dès qu'il y a un problème, en fait, on nous dit pas que on a mal géré la situation. Au contraire, nous, ce qu'on fait, c'est que on est vraiment au taquet par rapport à ça. On a un suivi énorme en fait au niveau des livraisons. Okay. Et quand ça se passe, en fait, on appelle directement. Donc, on n'essaye jamais de bullshiter. Bien On dit, ok, voilà, il y a eu un problème. Il va falloir un tout petit peu attendre. On va repartir dans une production, consommer ce que vous avez déjà là sur place, mais on va évidemment reproduire ce que vous avez besoin et on fait le plus vite possible. C'est toujours la meilleure manière, je pense, de pouvoir réagir en fait à un problème, c'est de se dire, on fait au plus vite, laissez-nous une demi-heure, une heure pour pouvoir rectifier le tir. Tu dis au gars de la commission qu'il y a plein de bifidus actifs dans l'Actimel. Voilà, c'est ça. Mais vas-y, ou donne-le à tes enfants, tu vois, tu peux prendre chez toi et tu peux en profiter. Tu vois. Donc nous, on assume, et la plupart du temps, en fait, il y a évidemment une énorme réduction qui est faite au niveau de la facture. Nous, voilà, c'est commercial, je dois pas t'expliquer comment ça fonctionne à ce niveau-là, mais nous, on pousse à fond là-dessus et on part directement en production. Pour te donner une idée, aujourd'hui, on a eu un problème justement de livraison. Tu as une entreprise qui demandait d'être livrée à 10h30, 11h. Et en fait, le livreur a pris, mais de nouveau, et c'est un peu ça le risque, c'est que le livreur a pris la commande et puis plus du tout de nouvelles du livreur. Il était bloqué par les flics. Il avait justement un contrôle et donc ça lui a pris 1 heure et le gars n'a pas moyen de l'avoir au téléphone. Mais automatiquement, la personne à 11h30, on n'était pas au courant, mais la personne à 11h45, elle nous appelle, elle dit « Ok, moi là j'ai un problème, j'ai pas ma livraison alors que mon meeting commence à midi. » Automatiquement, reproduction de sa commande, on est parti, on est arrivé à 12h30 là-bas. Vous avez dit on a un problème avec le poulet. Voilà. C'est vrai, ça peut être vu comme ça. Et donc, automatiquement, on arrive et on fonce, en fait, on n'hésite pas, on n'a pas peur, parce qu'en fait, le client est roi, c'est banal de dire ça, mais c'est tellement important. Donc, en fait. Assumer, agilité. Direct, communication. En fait, il faut communiquer. Si tu commences à faire l'autruche et que t'es pas, tu commences à dire je sais pas, on sait pas ce qu'on va faire, mais en fait t'as déjà perdu le client en fait. Tu dis au client il y a un problème, très clairement parce que vous n'êtes pas là alors que nous on a tout mis en place pour que ce soit là. On va venir vous livrer. Par contre, soyez indulgents. On arrive en fait vers 12h30 et on s'occupe du reste en fait. Okay. Autre situation, une influenceuse foodie reçoit le plat foodies. Et s'aperçoit d'un énorme cheveu dans la commande. Elle fait une photo, elle fait une vidéo, elle fait un live, elle fait Insta, elle a 1 million de suivis. Et pour toi, c'est un risque réputationnel. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'appelle? Comment tu réagis? Ça, j'ai envie de te dire, de nouveau, ça arrive, en fait, d'avoir un cheveu. Voilà, et je crois que tout le monde a déjà eu le cas. Nous, on a déjà eu des situations. Évidemment, ça arrive. C'est humain, en fait, même si on respecte, évidemment, la totalité. Moi, je dis toujours, quand tu rentres chez nous dans notre cuisine, c'est comme si tu rentrais dans un labo, parce que tout doit être nickel, tout le monde doit faire attention. On a vraiment ce respect à ce niveau-là, donc ça peut arriver. Donc moi, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, je vais être hyper transparent et je vais communiquer autour de ça en disant, ça arrive, en fait, tout simplement. Et il y aura une communication qui va être faite auprès de l'influenceuse, la foodie, en lui disant pourquoi, en fait, essayer de communiquer avec cette personne, en fait, et juste lui dire ok, on est désolé de cette situation, ça peut arriver très clairement. On va faire mieux la prochaine fois, on va être meilleur. Voilà, et essayer d'un peu de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a communiqué sur les réseaux, parce que c'est vraiment pour tuer un business, pour quelque chose en fait qui peut arriver à tout le monde. Tu vois, on n'est pas parfait. Alors qu'on essaye évidemment de mettre les choses en place pour que ça n'arrive pas. Donc évidemment, on va essayer de communiquer, on ne va pas essayer de noyer, on va dire, cette situation en disant non, c'est pas vrai, parce que ça peut arriver. Donc on va juste être transparent. Et on a toujours été comme ça, en fait. On a toujours été hyper honnête et transparent dans notre communication. Ok. On va devoir finaliser là. J'avais encore. Ça va vite. Hein. L'une ou l'autre, ça va très vite. Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. C'est une livraison rapide. Ouais. Je voulais faire le challenge foodies. C'est-à-dire que si je m'engage pendant le mois qui suit de commander tous les jours, tu peux m'assurer que ça sera livré à temps, que ça sera sain et que je vais manger à chaque fois quelque chose de différent. Ouais. 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 Ok, donc c'est le foodies challenge. Je peux le faire. À la fin du mois, je te dis, j'ai bien mangé, j'ai mangé sain. J'ai mangé au prix, on va dire, un ticket moyen. D'un ticket moyen, c'est quoi? C'est 8 euros. Voilà. C'est en fait le ticket moyen, pardon, le chèque repas. Okay. Donc voilà, qui est à 8 euros. Donc nous, on a ce panier moyen. J'aimerais bien le faire évoluer, évidemment, grandir. Mais c'est la réalité. Et donc on travaille là-dessus. En fait, la seule manière de faire évoluer ça, c'est d'appeler le gouvernement pour augmenter le seuil. Exactement. Mais ça va être le cas. Ça va être le cas, ouais. Si, ça donc, monte, non? Ça monte à 12 ou 15, je pense. Ouais, ça c'est top. Ouais, bien sûr, ça, c'est top, tu vois. Après, on sait que nous,
et c'est aussi au niveau de la donnée. Il y a la plupart des gens, nous par exemple, c'est 30% de nos paiements sont faits via chèque repas. Ok. Alors que tu as tendance à croire que ça va être beaucoup plus parce qu'en fait, tu as à disposition. Mais le chèque repas, en fait, les gens le dépensent en fait dans leurs courses. D'accord. Et donc, en fait, ils reçoivent leur chèque repas, ils dépensent tout en une fois dans leurs courses, en fait. Ouais, moi, ce que je fais une fois par an. J'ai 2000 € sur moi. Et tu vas, boum. Et tu vas à fond. J'avais une idée pour toi, mais tu vas me dire si c'est validable ou non validable. Et par contre, si c'est validable, j'aimerais que ça soit l'idée Coucou ma biche ou le Coucou ma biche food. Okay. Faire une collab avec une nutritionniste. Ok. J'étais voir, sans citer de nom, Emily Stenbach, que tu connais peut-être, qui fait fort attention justement à bien manger, bien vivre, bien être, le biohacking, etc. Faire une collab avec quelqu'un de connu, une nutritionniste connue, et faire tout un menu d'une semaine ou d'un mois basé sur ce qu'elle fait. Et tu as un partenaire avec elle. Deal. Ouais, deal de ouf. Parce que nous, c'est exactement ça qu'on veut. Et on est dans au niveau marketing et au niveau évolution de notre business, en fait, on va faire ça de plus en plus. En fait, c'est des collabs avec des chefs connus. Là, je pense qu'on est en train de vraiment stabiliser tout ce qu'on a mis en place depuis 5 ans. Et donc là, maintenant, on doit amener cette créativité, on doit amener des nouveautés. Et je pense que ça passe par ça aussi. Ouais. Et donc, à fond pour ce challenge et avoir des nouvelles recettes et pouvoir avancer justement dans cette direction. Donc, ça, je signe maintenant. Ouais, ok, ça va. Bah, écoute, on peut appeler juste après aussi Christophe Hardiquet qui est venu dans l'émission. Nous, dans notre business, on a Pascal de Valkener qui a investi dans notre business, qui est un chef 2 étoiles du Chalet de la Forêt. De renommée. Donc lui, il nous accompagne depuis 5 ans. Et donc, on est en train d'un peu aussi travailler au corps, Pascal, pour essayer de faire une semaine avec lui, où lui crée justement des plats pendant toute une semaine. Ça peut être génial de proposer des plats 2 étoiles sur Foodies. Ça fait du cross-branding aussi. C'est dingue, c'est top. Et donc, avec grand plaisir, go pour le challenge. Ça marche. On va devoir finaliser. Qu'est-ce que tu veux laisser ici comme trace ou qu'est-ce que tu voudrais encore partager qu'on n'a peut-être pas dit, que ce soit au niveau entrepreneurship, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau nutritionniste? Je pense que c'était un peu le fil conducteur. Il faut bien manger au bureau. Ça va vous permettre de bien travailler aussi l'après-midi et de ne pas être trop fatigué lors de la digestion. Donc je pense que ça, c'est important. Et Foodies amène toute cette partie-là. Donc il faut vraiment continuer à pousser ce côté bien manger. C'est hyper important. Il y a ce côté-là. Et puis si on prend pour le côté un peu entrepreneurial, de nouveau, ça va peut-être être un peu bateau. Il y a pas mal de gens qui disent ça, mais pour moi, il faut foncer, en fait. Nous, quand je vois ce qu'on a fait avec Quentin depuis 5 ans, on peut en être fiers. Moi, j'avais 28 ans quand je me suis lancé dans l'expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Ça m'a amené tellement de choses, en fait, au niveau professionnel, au niveau privé. J'ai appris tellement de choses, donc il faut vraiment se lancer. Et au plus tôt vous vous lancez, au mieux c'est. Parce que c'est là où vous êtes un peu plus foufou et vous vous permettez pas mal de choses et vous êtes moins dans la réflexion. Donc, il faut y aller à fond. Et pour te dire, il faut... Quand je vois ce qu'on a fait, nous, on s'est lancé, donc j'avais 28 ans. 2 mois plus tard, on avait le Covid. Et tu te retrouves quand même dans une situation où tu es un peu dos au mur. Tu te dis pourquoi je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale où tu es un peu au milieu de ce jeu de quilles où tu sais pas trop quoi faire parce que tu as le Covid. En fait, c'est une énorme force et ça te permet de pouvoir avancer. Donc, lancez-vous, peu importe en fait le moment dans lequel tu es. Si tu sens que c'est le moment, vas-y en fait. Et donc, moi, c'est un peu ce message-là que j'ai envie de véhiculer. Et on a su le véhiculer. Pour te donner un exemple, nous, on a quelqu'un qui était assez haut placé chez nous, qui était CEO. En février de cette année, il a lancé sa propre boîte. Et au moment où il a quitté, il nous a dit c'est grâce en fait à vous et à Foodies que j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est en fait tout. C'est une énorme réussite en fait quand tu arrives là. Peu importe où on arrive avec Foodies, quand tu as pu faire en sorte que l'humain et la personne a pu se lancer grâce à toi dans une approche entrepreneuriale, enfin de se lancer dans son business, tu te dis ok, t'as tout réussi en fait. Donc voilà, c'est un peu les deux côtés. Si je dois prendre le côté Foodies, mangez mieux au bureau, et l'autre côté, lancez-vous, peu importe le moment auquel vous faites face, quoi. Ça tient la route. C'est ton slogan, non? Ouais. À fond. Comme quoi? J'ai que ça en fait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'énergie. Merci pour la passion que tu as mis là-dedans. J'espère vraiment qu'on pourra faire cette collab avec le nutritionniste et qu'on pourra signer des collabs avec les grands chefs étoilés. Ouais. Je pense que tout le monde sera content de payer des chefs étoilés à 8 euros. À 8 euros. Merci Thib. Merci à toi. Merci Mabiche. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est bon? Ça va? C'est bon là? On est bon? De nouveau, on est détaché, je fais une petite photo. Ouais. On a dépassé ou pas? Une à deux, non? On peut faire à deux.